nous allons donc entendre maintenant Barbara Serrano, qui est sociologue, maîtresse de conférences associée à l'université Paris-Saclay. Barbara Serrano est cofondatrice du collectif Du côté de la science. Et donc, je l'invite à prendre la parole pour que nous puissions l'entendre et puis discuter son intervention. Très bien. Bah, écoutez, je vous remercie beaucoup. Je voudrais d'abord vous remercier vraiment très chaleureusement pour votre invitation qui m'honore très sincèrement. Alors, je ne suis pas du tout spécialiste de ces sujets, hein, et c'est pour ça que j'ai même pas voulu prendre le risque de préparer une réflexion très élaborée, centrée sur les questions qui nous intéressent ce soir. Et en fait, je m'en félicite parce que j'aurais été largement, mais très largement redondante avec tout ce qui a été dit jusqu'à présent. J'aurais dit la même chose en moins bien, je crois, hein. Comment dire, je fais à peu près le même constat, hein, l'empilement des structures d'experts consultés, la faiblesse d'un conseil scientifique ad hoc qui n'a de légitimité finalement que celle que le président de la République a bien voulu lui donner, et lui donne et lui retire d'ailleurs, et qui ne dispose pas vraiment de moyens. Sur la très grande opacité des décisions qui ne sont jamais motivées par des données objectivables, sur le fait qu'il est très peu donné au public des éléments d'information pour comprendre les choix opérés, pourquoi les options sont écartées, tout ça est rarement explicité. J'avais écrit une tribune à ce sujet dans Le Monde en mars dernier, où je dis tout ça, en fait, déjà. Je pense que j'aurais dit la même chose aussi que vous sur le Parlement, sur le fait qu'il a été mis sur la touche, sur le fait qu'il s'est aussi auto-mis sur la touche. J'ajouterais peut-être simplement qu'au-delà du manque comment dire, de culture scientifique au sein du Parlement, je pense qu'il y a aussi un manque de moyens tout court, en fait, hein, pour créer une véritable expertise. Et ça, c'est quelque chose quand même qu'on remarque au Parlement dans tous les domaines, en fait, hein, et pas uniquement pour la santé. Et ça, c'est quand même assez français, hein, la faiblesse du législatif par rapport à l'exécutif dans tous les domaines, en fait. Voilà. Et donc, ce que je vous propose de faire, en fait, si vous le voulez bien, c'était juste de me contenter quelque part de vous présenter mon expérience citoyenne, qui est l'expérience de la création de ce collectif, qui est un collectif qui défend à la fois la santé publique, la place aussi de l'expertise scientifique, et puis qui milite aussi pour la transparence dans les décisions politiques. Donc je vais être obligée, je pense, j'ai 10 minutes, c'est ça, hein? C'est 10 minutes qu'on avait, parce qu'en fait, on n'a jamais préparé ensemble. Oui, oui, vous pouvez être un peu plus longue si vous souhaitez, hein, c'est à peu près. D'accord. Je vais regarder l'heure parce que je vais essayer de pas trop. J'avoue que j'ai préparé quelque chose de très rapidement et je ne sais pas du tout. Je ne me suis pas. Christine Noiville vous demande de préciser quel est votre collectif. D'accord, oui, bien sûr, évidemment. J'allais le dire. Le collectif s'appelle Du côté de la science. C'est un collectif, vous pouvez regarder, taper sur Google. On a un site internet. On est surtout très actifs sur Twitter. Et je vais vous présenter tout ça tout de suite. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous raconter, parler un tout petit peu de moi pour que vous puissiez me situer, pour que vous sachiez qui c'est qui est à l'origine de ça, parce qu'en fait, moi, je ne suis pas du tout scientifique. Je suis même pas chercheur en fait, hein, donc je suis maître de conférence associé. Je sais pas, vous connaissez un peu tous ce que c'est qu'un maître de conférence associé. Donc c'est quelqu'un qui a une profession, une autre profession dans le monde du travail et puis qui donne des cours, mais qui sont des cours qui sont quand même relativement appliqués en fait. Hein. Je ne suis pas du tout enseignant-chercheur. Et donc voilà, moi j'ai fait d'abord un doctorat en sociologie. J'ai ensuite travaillé 10 ans à la CFDT. Dans le cabinet, en fait, je travaillais avec François Chérec. J'écrivais ses tribunes, j'étais sa plume, en fait. Et j'étais en charge aussi des relations avec l'expertise, justement, le monde de la recherche. Évidemment, plutôt en économie, en sciences sociales. Et la CFDT, donc, qui est un syndicat qui est très sensible aux questions d'émancipation, d'auto-organisation, hein, même si elle a abandonné l'autogestion dans les années 70, c'est quelque chose qui reste très fort. Donc j'ai été un quelque part. Et la CFDT m'a nommée au conseil d'administration de la Commission nationale du débat public. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est une autorité administrative indépendante qui est en charge d'organiser des débats ou de surveiller des concertations sur des grands projets d'infrastructure. Donc ça va être des grands projets de transport, des lignes à grande vitesse, l'aéroport Notre-Dame-des-Landes par exemple. Dès qu'un grand projet d'infrastructure dépasse un certain montant, on est obligé de saisir cette instance. Et donc j'ai été
J'ai été membre en fait de cette commission. J'ai fait un mandat là-dedans, un mandat là-bas. Et je suis aujourd'hui toujours garante pour la CNDP. Donc la CNDP me missionne très régulièrement sur des projets qui sont soumis à la concertation. Et je fais aussi du conseil sur tout ce qui est concertation sur des projets de toutes sortes, mais plutôt l'urbanisme, le transport. Et je connais très très peu en fait le monde de la santé. Voilà. Donc du côté de la science, en fait, c'est un collectif dont je suis justement donc à l'origine et qui est né sur Twitter à l'issue du premier confinement pendant l'été 2020. Et je trouve j'espère que vous trouverez cette expérience intéressante parce que vous y trouverez le point de vue d'une personne un peu lambda, très éloignée du monde de la santé et qui se retrouve un peu plongée là-dedans parce que j'ai moi-même personne dans mon entourage pour m'aider à comprendre ce qui se passe. Il n'y a pas de médecin dans ma famille. Et, et donc, je suis tout simplement rentrée sur Twitter. Twitter, c'était un réseau social que je n'utilisais pas du tout avant le confinement. Et je me suis rendu compte très très rapidement que si on suivait les bonnes personnes, Twitter était une immense mine d'informations. Pour les personnes comme moi qui n'avons absolument pas accès aux revues médicales, et quand bien même j'aurais eu accès, j'avais absolument pas la compétence pour comprendre ce qui s'y publie. Et donc, j'ai très vite compris qui il fallait suivre, parce que j'ai quand même une certaine compétence, j'ai quand même fait un doctorat malgré tout, et les sciences sociales sont aussi des sciences, donc on voit au comportement qui sont des personnes fiables. Et donc, très rapidement, j'étais au courant de plein de choses, de plein d'études qui se faisaient en Chine, sur la transmission, par exemple, aéroportée du virus, des choses comme ça. Et donc, je me suis retrouvée dans mon monde à moi, qui est un monde pas du tout scientifique, je me suis retrouvée en très peu de temps extrêmement surinformée, tout simplement. Donc j'ai compris très vite la contamination par voie aérosol, j'ai compris dès juillet 2020 qu'il y aurait une seconde vague, ça paraissait assez évident, et je me suis retrouvée très en décalage en fait avec mon entourage proche. Et je passais un peu pour une folle en fait, hein. Je demandais aux gens d'ouvrir les fenêtres, des choses comme ça, et c'était très bizarre hein, à l'époque encore. Hein. Et j'ai vraiment ressenti, je me sentais mal en fait, hein, et j'avais vraiment ressenti le besoin d'alerter à ce moment-là. Et donc c'est là que je sollicite l'un de ces médecins que je suivais, qui lui-même m'a mis en contact avec 4 autres collègues à lui, et puis à tous les 5, moi je leur ai dit en fait tout simplement, je dis voilà, moi dans ma vie passée, j'ai travaillé dans un syndicat, j'ai écrit beaucoup de tribunes dans la presse, donnez-moi les éléments, et puis moi je vous en fais une tribune bien rédigée. Et donc, on fait ça et on va publier dans Libération, aux alentours du 14 juillet, une tribune dans laquelle nous expliquions de manière très didactique, en fait, et nous tenions beaucoup à cela, pourquoi il était urgent de systématiser le port du masque en lieu clos, qu'est-ce que c'était que la contamination aérosol, pourquoi la distance de 1 mètre en intérieur, c'était pas suffisant, etc., etc. Et donc, cette tribune a eu un certain succès. On avait fait une pétition aussi qui a très, très, très bien marché. Et puis, bon, vous le savez, hein, Emmanuel Macron, le surlendemain, en fait, annonce l'obligation du port du masque dans les lieux clos recevant du public. Donc, pas grâce à nous, hein, on avait tout simplement uniquement ajouté nos voix à d'autres. Et ce qui s'est passé, en fait, c'est qu'après la publication de cette tribune, nous avons été immédiatement identifiés sur les réseaux sociaux comme une sorte de recours. Alors très rapidement, on s'est retrouvés complètement inondés par des messages privés sur Twitter, beaucoup de personnes, alors beaucoup de gens fragiles, des malades chroniques, mais pas toujours, des gens qui étaient proches de la retraite, proches de la soixantaine aussi, qui se disaient mais j'ai peur de retourner travailler. Je rappelle qu'on était en juillet-août 2020, hein, donc il n'y avait pas de vaccination. Des parents qui étaient inquiets pour le retour de leurs enfants à l'école, etc. Et donc tout ce monde-là nous demandait conseil, ou nous suggérait d'écrire une nouvelle tribune pour aller plus loin. Et donc on a écrit un deuxième texte dans Libération pour rappeler que le risque aérosol, il vaut également dans les lieux de travail, dans les lieux d'enseignement, et pas uniquement dans les magasins et les halls de mairie. Et on écrit encore une troisième tribune dans Le Parisien pour proposer un protocole pour les établissements scolaires. Donc on fait ça à la fin du mois d'août. Donc on propose justement donc le masque à partir de 6 ans, le monitoring de la qualité de l'air dans les classes, les capteurs de CO2, etc. On propose ça déjà en août en fait 2020. Et à partir de cela, en fait, de ce moment-là, les sollicitations, elles s'intensifient énormément. Et donc,
on crée une sorte de liste commune entre les rédacteurs, donc de notre petit groupe, avec les signataires. Et puis, c'est comme ça, en fait, qu'on s'est mis à s'écrire, à se parler tous les jours. Et puis, certains sont partis, d'autres sont restés. Et ceux qui sont restés ont fondé, donc je ne sais plus quand c'était, mais ça devait être en octobre, certainement 2020, à l'automne en tout cas, donc ce collectif. Donc c'est un collectif qui regroupe une vingtaine de personnes. Donc c'est majoritairement des médecins. Quelques professeurs des universités, des PUPH, quelques praticiens hospitaliers, beaucoup de médecins libéraux, des généralistes, mais aussi beaucoup de spécialistes. Et puis des chercheurs en immunologie, un chercheur en mathématiques aussi, que vous connaissez peut-être, qui s'appelle Germain Forestier, et qui fait des graphiques très très pédagogiques pour comprendre la dynamique de l'épidémie, notamment les cartes de chaleur, où on voit semaine après semaine les taux de contamination par classe d'âge. Voilà, donc des gens de absolument tous les horizons, en fait, donc de très jeunes, fraîchement sortis de l'université, à des médecins même retraités, hein, par exemple Christian Lehmann, que vous connaissez peut-être, qui est aussi écrivain, qui écrit une chronique dans Libération, fait partie du petit groupe de départ. Hein. Donc voilà, puis des gens des quatre coins de France, des Hauts-de-France, de la Côte d'Azur, d'Alsace, des Pays Basques. Il y a des gens vraiment de partout. Voilà. Je vais quand même essayer d'aller un petit peu plus vite. Pourquoi on décide de se monter en collectif? Parce qu'on fait une première tribune, on pense que c'est la seule. On fait une deuxième tribune, on pense que c'est la dernière. On fait une troisième, on pense aussi que c'est la dernière. Et puis rapidement, on arrive à l'automne 2020, où là, on se sent en très très fort désaccord avec les options qui sont prises par le gouvernement de l'époque, hein, les options de l'époque, de vivre avec le virus, à une époque où on n'avait pas de vaccin, en fait. Et nous étions vraiment, pour notre part, nous sentions assez proches du conseil scientifique, en faveur d'essayer de contenir l'épidémie le plus possible, influer pour que les autorités sanitaires adoptent des protocoles aussi efficaces de diminution des risques, notamment avec la question de la ventilation, détecteur de CO2, plus de distanciel, etc. Et puis aussi pour que les autorités optent pour des mesures générales de protection, comme le confinement local, mais qui soient prises au bon moment, selon des seuils qui sont fondés sur des critères scientifiquement déterminés par des spécialistes, des choses qui soient à la fois fondées et discutées. Donc c'est ainsi par exemple qu'on avait soutenu le conseil scientifique à la fin du mois de janvier 2021, par exemple, quand il demande un confinement pour descendre en dessous du fameux seuil des 5000. Je pense que vous en souvenez tous. Et donc à l'époque, on est extrêmement actif. Donc on écrit, on fait énormément de formations, notamment pour des CE d'entreprise, pour les syndicats majoritaires des enseignants, pour leur apprendre à savoir comment aérer la pièce. On leur expliquait aussi, c'est aussi une époque où on disait beaucoup que les enfants n'étaient pas contaminants. Donc on a aussi réalisé une revue exhaustive de la littérature internationale et pas française pour expliquer que non, que c'est malheureusement pas le cas. J'arrive même pas à me souvenir de ce qu'on a pu faire. On a fait aussi un rapport d'une 40aine de pages aussi pour expliquer comment sécuriser les lieux clos d'un point de vue de l'aération. Donc on a travaillé avec des ingénieurs, on a fait des flyers, on a fait, je sais même plus tout ce qu'on a fait tellement on en a fait. Donc on a fait aussi, on a ouvert aussi nos messageries au début de la vaccination, où on demandait aux gens de nous expliquer pourquoi ils ont peur du vaccin. Et on leur expliquait et on leur répondait à tous. Et à partir de ça, on a fait sur notre site internet, parce qu'on a créé un site, on a fait une grande foire aux questions en fait sur le vaccin, avec toutes les questions les plus fréquemment posées, et puis on répondait aux questions. Donc je vais essayer d'aller plus vite parce que j'ai déjà passé les 10 minutes. Donc voilà, vous l'avez compris, on est autre chose qu'un simple collectif de scientifiques, uniquement là pour promouvoir la science. On est aussi un collectif citoyen qui s'engage pour des décisions publiques appuyées sur les données de la science, appuyées sur les comparaisons internationales, et qui soient discutées avec des citoyens qui soient vraiment informés de tous les enjeux. Alors pourquoi je dis cela? Parce qu'au-delà de la vulgarisation scientifique et des messages de promotion de mesures de réduction des risques auprès du grand public, nous militons vraiment pour la transparence des décisions. Et à l'époque,
Je ne sais pas trop comment dire ça, mais il n'y avait pas grand monde finalement pour défendre cela. Le monde de la démocratie en santé, il est très sectorisé. Il y a des associations de malades qui sont sectorielles. Il y a ça d'un côté, les syndicats catégoriels de l'autre. Et finalement, dans une crise qui concerne tout le monde, il n'y a pas vraiment de propriétaire en fait de cette cause-là. Il y avait une sorte de vide que nous avons un peu de manière très partielle, évidemment, et à notre petit niveau, hein, mais que je pense que nous avons en partie rempli. En tout cas, on a rencontré une certaine audience et on continue en fait de rencontrer. Nous sommes toujours hyper sollicités, en ce moment beaucoup sur l'école d'ailleurs, et parce que nous avons cette double casquette en fait, hein, d'experts d'un côté et puis de militants de l'autre. Donc j'essaie de passer. Et comme nous sommes en fait en permanence en interaction avec notre public, surtout sur Twitter, hein, nous nous sommes fait quelque part en partie leur porte-voix. Donc nous sommes quelque part un peu le porte-voix de tout ce qui demande une minimisation de contamination. Généralement, tout ce qui demande une politique de réduction de la circulation du virus. Et puis le porte-voix de tous ceux qui exigent aussi des gouvernants qu'ils expliquent leurs décisions, tout simplement. Donc moi, je vais revenir un petit peu sur mon parcours. Moi, je viens d'une institution, la Commission nationale du débat public, qui promeut, c'est l'institution d'État qui promeut la démocratie participative, et pour qui la transparence dans la décision des gouvernants est complètement centrale, en fait. Chez nous, aucun projet, que ce soit un projet de transport, d'énergie, que ce soit un champ d'éolien, enfin, on ne peut rien faire en fait sans que ça passe par une longue concertation qui remet à plat toutes les dimensions du projet. Et ça, c'est très important, et je vais terminer là-dessus, qui met à plat les dimensions du projet, c'est-à-dire à la fois ses impacts, mais aussi, surtout, son opportunité, sa pertinence. C'est-à-dire que dans le débat public, chez nous, en fait, on débat à la fois les conséquences, les impacts d'un projet quel qu'il soit, mais on discute aussi de tout, de l'opportunité du projet, de la pertinence du projet. Et si je dis ça, en fait, c'est parce que j'ai été très frappée en fait, de voir ce partage des rôles dans le débat français entre d'un côté un exécutif qui est en charge de la protection de la santé des individus, et puis de l'autre, des citoyens qui, eux, ne s'inquiéteraient uniquement de ces impacts, notamment sur sa liberté, mais qui ne seraient pas du tout en charge de leur propre santé. Et ça m'a extrêmement choquée. Et quelque part, voilà, nous sommes là pour porter ça. C'est une vision qui, pour moi, est extrêmement infantilisante de la citoyenneté que je ne partage pas. Et quand on parle du Parlement qui a été quand même consulté, il a été consulté avant tout pour les sujets afférents à la privation de liberté, mais pas pour la prise en charge de l'épidémie à proprement parler. Et voilà, je vais m'arrêter là-dessus parce que malheureusement, je vois que j'ai des messages. Je ne sais pas si vous m'avez demandé de... J'ai pas vu. Alors, en réalité, il y a des personnes qui s'en vont parce qu'elles ont des contraintes par la suite, et puis il y a des commentaires qui sont faits. Ce que je propose, dans la mesure où nous arrivons à la fin du séminaire, que vous puissiez quand même bénéficier de l'échange avec les personnes qui vous ont entendu. Il y avait une remarque de Christophe Rogier qui est certainement intéressante. Peut-être qu'il pourrait prendre la parole s'il est encore là pour la formuler. J'ai pas eu le temps de regarder. Je vois pas le chat. Alors, je peux le lire sur le côté, mais j'aimerais autant qu'il intervienne. Ça donne un petit peu. D'accord. Bon, merci beaucoup, Mme Serrano. Là, je suis ravi. Je ne sais pas si on peut vous rejoindre. Moi, c'est aussi un peu mon combat. Et voilà, je dis bien combat sur la prévention. On ne peut pas faire les choses comme ça par en haut. Pourtant, j'ai une formation militaire au départ et je vois bien que ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Et c'est un échec assuré. Donc, ma remarque, c'était le fait de donner aux personnes le moyen de suivre elles-mêmes la qualité de l'air par le gaz carbonique, ce que j'ai aussi promu depuis pas mal de temps maintenant. Pour moi, j'ai expérimenté ça très régulièrement, pas plus tard que jeudi dernier. C'est un puissant facteur pour que les gens reprennent le pouvoir et à la base et puissent gérer eux-mêmes leurs risques. Et donc, pour moi, c'est ce que j'ai appelé la démocratie sanitaire directe en bas de l'échelle, tout en bas, au niveau le plus petit en fait d'une communauté de quelques dizaines de personnes, une dizaine de personnes. Et ça c'est très facile à démontrer, ça fonctionne très très bien. J'imagine que vous avez vu ça aussi dans les écoles, partout où vous l'avez fait. Et j'imagine, moi, que cette manière de faire, de pouvoir redonner aux gens la capacité de mesurer les risques
et de déterminer qu'est-ce qui peut être fait pour diminuer le risque, ça, en fait, moi, je pense qu'on peut le faire et on peut le développer et l'instiller vraiment à la base. Et pour voilà, moi j'ai une activité maintenant, j'ai fait de chercheur, j'ai fait de la recherche en maladie infectieuse toute ma vie. Maintenant, j'ai décidé d'aller vers la prévention et donc, du coup, je me suis remis aux études à 59 ans. Et vraiment, vraiment pour moi, c'est vraiment le sujet, quoi. Il faut, c'est voilà, faire adhérer les gens, faire adhérer, c'est pas vraiment faire adhérer, mais entraîner l'adhésion plutôt. C'est le vrai défi et de leur donner les moyens finalement de savoir où ils en sont et avec les bases, imaginer la meilleure manière à leur niveau, avec leurs contraintes, comment faire pour se protéger, c'est le vrai sujet, quoi. Voilà, juste témoigner de ça et j'expérimente ça assez régulièrement, quoi, en tout cas. En tout cas, s'il y a un moyen de vous rejoindre, je serais ravi, quoi. Écoutez, très volontiers, on peut, je sais pas, si on a reçu un mail collectif ou je mets mon mail quelque part dans un chat, mais très volontiers, bien sûr, avec plaisir pour en parler. Il y a énormément de choses qu'on pourrait faire. Nous, on aimerait faire aussi un label, tout simplement, faire en sorte que des commerçants ou des restaurateurs s'engagent tout bêtement à avoir un capteur de CO2 et puis à le rendre visible. Et on leur donnerait on leur donnerait un label et puis après on les mettrait dans une carte participative et puis on saurait, par exemple, si on veut aller pour les gens qui ont envie d'aller au restaurant mais qui ont peur d'être contaminés, mais ils sauraient que tel et tel restaurant, tel coiffeur fait attention à la qualité de l'air et on pourra savoir exactement où on en est en termes de taux de CO2, par exemple. Ça fait partie des choses qui sont bêtes qu'on essaye de faire et qu'on c'est difficile parce qu'on est vraiment, on est très seul, avec, en plus on travaille tous, hein, donc il y a des cardiologues, il y a des gens qui travaillent en Covid en plus à l'hôpital, qui en ont jusque-là. Bon, on fait ça ce soir, hein, on fait ça, on a tous plein d'enfants, enfin, bon, et on fait un peu ce qu'on peut, quoi, mais et pour rebondir aussi sur ce qu'avait dit Pierre Ouzoulias aussi, vous n'imaginez pas tout ce qu'on prend, quoi, en termes de menaces de mort, Alors on entend assez mal là. Est-ce qu'il y a des personnes qui veulent poser des questions suite à l'intervention de Barbara Serrano ou faire d'autres remarques? Celle sur la captation de l'air, naturellement, était extrêmement intéressante parce que on comprend vraiment bien ce qui est en cause. Je ne sais pas si vous m'entendez bien parce que j'ai une indication comme quoi ma connexion est mauvaise. Moi, j'ai une question à vous poser, Barbara. Est-ce que vous vous êtes senti dans la mise en place de cette démarche, est-ce que vous avez pensé agir en tant que lanceuse d'alerte? Oui, au départ, oui. Oui. Au départ, sur l'aérosol, c'était vraiment le cas parce que l'OMS avait déjà, c'était déjà officiel, mais on n'était pas complètement sûr. Je me souviens qu'on avait mis à des moments, on avait mis du conditionnel. Je me souviens que même Libération nous avait demandé des tonnes de sources parce qu'ils n'y croyaient pas. C'était pas simple. C'était pas simple. Oui, oui, tout à fait. Tout à fait. Et puis quand je vois a posteriori tout ce qu'on a pris toutes les difficultés qu'on a pu rencontrer, les insultes, etc. Puis en fait, quand je réfléchis et j'y pensais, alors bon, ça va être un peu, ça va paraître un peu, je sais pas comment dire, narcissique, je sais pas, mais en réfléchissant à tout ce qu'on a fait, je me rends compte on a eu tout le temps raison. On aurait pu se tromper à un moment, mais non, quoi. Les enfants sont contaminants. Ça ne passe pas que par les mains. Et je crois qu'il n'y a pas photo à un certain niveau de taux de contamination. Il faut donner un masque aux enfants, c'est malheureux, mais on a bien vu quand on a essayé de les enlever, on a été obligé de les remettre 15 jours plus tard. Hein. Et tout ça, on a vraiment lutté. C'était vraiment de très 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 haute lutte. Donc oui, tout à fait. Je vous ai posé cette question parce que au début de votre intervention, le statut du lanceur d'alerte m'est immédiatement venu à l'esprit. Et ce qui caractérise le lanceur d'alerte en général, c'est il dispose d'une information avant les autres. Et il prétend en tirer
en tirer des conséquences que les pouvoirs publics ne sont pas nécessairement prêts à en tirer. Donc c'est extrêmement intéressant votre démarche parce que c'est sur la base du militantisme dans le même temps et d'une démarche associative que vous avez eu ce positionnement. C'est une histoire assez dingue en fait, hein, parce que c'est une histoire qui est quelque part très personnelle. J'étais chez mes parents qui sont âgés, j'avais un enfant qui allait au centre aéré et j'avais très peur pour mes parents qui n'étaient pas encore, il n'y avait pas le vaccin encore à l'époque. Et puis et je voyais dans le centre aéré, ils mettaient la clim, ils fermaient tout. Et je leur disais, pitié, s'il vous plaît, ouvrez, quoi, ouvrez, parce que j'avais peur. Il y avait encore, même s'il n'y avait pas encore beaucoup, mais bon, voilà, je me sentais responsable par rapport à mes parents. Et je me souviens que la dame m'avait regardée un peu comme si j'étais un peu folle, quoi. Parce qu'il n'avait absolument jamais entendu parler de ça. Et je crois que ça m'a vraiment rendu. J'en pouvais plus, quoi. J'en pouvais plus de passer pour la folle du village. Et quelque part, je me suis dit, bon, bah, voilà, on avait créé quelque part une petite communauté sur Twitter où on se comprenait tous, on est quelques dizaines de milliers. Je me souviens avoir écrit à l'un d'eux en disant, voilà, on se connaît pas. C'est la première fois que je lui écrivais. Je dis, voilà, il faut sortir de Twitter, là. Il faut absolument que ça se. Voilà. Que ça, évidemment que les autorités le savaient, mais je pense que l'aérosol, pour le coup, c'est quelque chose de très politique. C'est très difficile à admettre, en fait. À partir du moment où on dit que ça se transmet dans l'air, ça veut dire télétravail, ça veut dire angoisse, ça veut dire beaucoup comment dire, enfin, je trouve pas le mot, mais beaucoup de travaux à faire aussi dans les bâtiments, beaucoup d'argent, quoi. Beaucoup de mesures à prendre. Beaucoup de mesures à prendre. Alors, il nous reste éventuellement quelques minutes pour échanger avec Barbara Serrano. Donc, je vous propose d'en profiter. Je vois qu'il y a des commentaires de soutien sur le chat. Vous êtes loué pour votre militantisme pour le bien commun et pour votre fougue. Donc, il faut en profiter puisque il faut garder les compliments et oublier les insultes. Je pense que c'est la bonne démarche à adopter. Est-ce qu'il y a des questions parmi les personnes qui assistent encore au séminaire? Non. Bon, alors, eh bien, nous allons clore cette session qui était consacrée à l'expertise, la concertation et la décision. Je ferai simplement une remarque. Nous avions fait un séminaire un peu sur le même thème l'an dernier, dans lequel nous avions ouvert sur des comparaisons internationales. Et les questions qui avaient émergé étaient un peu les mêmes, mais un peu différentes également. Aujourd'hui, on voit bien l'importance de la concertation et le déficit qu'il y a eu en termes de concertation. Alors, quelqu'un pose une dernière question. Pourriez-vous donner quelques éléments de prévention avec Monsieur Christophe Rogier? Voilà. Donc, on vous demande on vous interroge sur des questions de fond, finalement. Des éléments de prévention, c'est-à-dire? Oui. Je pense que ce sont des conseils de prévention. Des conseils qui ne sont pas encore suffisamment aujourd'hui, ou qui sont. Alors, peut-être que cette personne peut elle-même poser sa question parce que on ne la comprend pas nécessairement bien. Est-ce que vous pouvez prendre la parole pour poser votre question? Oui, avec plaisir. C'était pour compléter un petit peu le travail de Madame et de Christophe Rogier. Je pense qu'en effet, ce travail de militantisme est important. Parce que bon, il s'affaire, disons, il est proche du lanceur d'alerte. Et je pense qu'en termes de prévention, vous abordez un sujet là qui me semble très important pour l'avenir. C'est-à-dire, c'est l'adhésion des gens, l'adhésion à la prévention. C'est-à-dire, c'est pas une adhésion qui vient d'en haut, mais c'est qui se construit sur le terrain. Voilà. Et ça me fait penser un petit peu à quelques notions d'ergonomie.
parce que j'étais aussi médecin de sapeur-pompier et médecin du travail. Et je pense que l'ergonomie est capable à la fois de comparer le réel et le prescrit, en donnant la voix aux personnes qui sont eux-mêmes, disons, impliquées, engagées. Voilà. Je ne voudrais pas être trop long. Alors, est-ce que vous souhaitez répondre, Barbara? Alors, j'ai pas vraiment compris, j'ai compris l'intervention, mais je ne suis pas sûre qu'il y ait vraiment une question quelque part derrière l'intervention. Je crois que ce qui était loué, enfin, Oui. ce sera peut-être le mot de la fin, c'est la prise en compte d'une dimension qui a été très largement traitée dans le cadre de la gestion de la crise, qui est le sentiment d'adhésion, la participation, Oui. qui rend possible véritablement une prévention. Je crois que c'est à peu près ce qui était en cause. Tout à fait. Voilà, écoutez, s'il n'y a pas de... Oui, je vous laisse le mot de la fin. Oui, non, je disais qu'on a été, c'était une sorte d'échange, c'est-à-dire qu'on a été, donc nous étions très militants à la base. Hein, je pense notamment à Christian Lehmann, que vous connaissez peut-être, hein, quelqu'un qui est très engagé aussi. Mais on est extrêmement porté en fait par tous les messages que nous recevons en permanence en fait. Et donc il y a vraiment une dynamique qui est portée par l'échange à la fois entre nous, notre volonté, et puis les gens qui sont derrière nous, dont on sent qu'ils ont besoin de nous, en fait, quelque part. Donc c'est toujours à quand une tribune? Là, c'est sur l'école, par exemple, on nous demande absolument de faire quelque chose sur l'école vite. Voilà, on est une sorte de recours possible, accessible pour beaucoup de gens. Mais c'est vrai qu'on ne peut pas s'arrêter. Je crois que c'est une démarche qui est saluée à voir les réactions des personnes qui viennent sur le chat.